Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce 3e épisode de ma saga de 5 semaines sur les 5 blessures de l'âme qui empêchent d'être soi-même, inspiré du best-seller de Lise Bourbeau qui porte le même nom. Alors si vous prenez le train en marche et que vous ne savez pas en quoi ces blessures consistent et en quoi elles impactent si fortement notre vie, eh bien je vous encourage à écouter d'abord l'audio d'introduction de cette saga. Je vous mets le lien dans le descriptif de ce podcast. Donc l'objectif de ces podcasts sur les blessures de l'âme est non seulement de vous permettre d'identifier votre ou vos blessures, mais également de découvrir celles de votre entourage, ce qui va vous permettre de faire preuve de plus de compréhension et de tolérance à leur égard. Donc après la blessure du rejet que j'ai abordée la semaine dernière, je vais vous parler de la 2e blessure de l'âme, selon Lise Bourbeau, l'abandon. Avant de démarrer, je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche à côté du bouton s'abonner et tout de suite après sur la petite cloche noire, c'est important parce que c'est ce qui va vous permettre de recevoir une notification à chaque nouvelle sortie de vidéo ou de podcast. Ok. Pour commencer, je vais vous faire une petite piqûre de rappel pour distinguer la nuance entre l'abandon et le rejet, dont je vous parlais dans mon précédent podcast. Parce que beaucoup d'entre nous, finalement, ont du mal à les différencier. Donc, abandonner, c'est quitter quelqu'un. C'est le laisser, ne pas vouloir ou pouvoir s'en occuper. Alors que rejeter quelqu'un, c'est le repousser. D'après Lise Bourbeau, la blessure de l'abandon est considérée comme la 2e plus douloureuse à vivre après celle du rejet. Parce que ces 2 blessures touchent directement à l'être, à ce que l'on est au plus profond de soi. Et d'ailleurs, il n'est pas rare de constater qu'un individu qui souffre de cette blessure d'abandon souffre aussi, souvent, de la blessure de rejet. Cette blessure est principalement vécue avec le parent du sexe opposé et il est courant que ce parent, voire les deux d'ailleurs, vivent exactement la même blessure. Elle apparaît souvent entre l'âge de 1 à 3 ans, mais peut se révéler dès la naissance dans le cas où un bébé a été abandonné physiquement par ses parents. Cette blessure d'abandon sera donc surtout vécue dans nos relations avec une personne du sexe opposé. Je vais vous donner quelques exemples de cas qui sont à l'origine de cette blessure d'abandon inconsciente chez un enfant en bas âge. Alors, ça peut découler lorsque ses parents sont très occupés avec un nouveau bébé ou un nouveau travail, par exemple, et lui accordent moins de temps et d'attention qu'il en avait l'habitude. Dans ce cas, il se sentira délaissé et pensera que cette situation est définitive. Ça peut arriver aussi lorsqu'il passe un séjour, même court, à l'hôpital ou chez ses grands-parents, par exemple, sans explication. Du coup, il ne comprendra tout simplement pas pourquoi il est séparé de ses parents et pourra penser qu'ils en avaient assez de lui. Du coup, il va culpabiliser, il va penser qu'il a fait quelque chose de mal. Dans le cas de l'hôpital, il pourra croire que ses parents l'ont abandonné pour toujours et le vivra vraiment comme une grosse souffrance. Et ce, même s'ils viennent le voir tous les jours. Et autre exemple, si l'un de ses parents est très souvent malade ou a une maladie grave et que l'autre parent est très occupé et peu disponible, voire très absent physiquement ou psychologiquement, l'obligeant à se débrouiller seul, voire à s'occuper de son parent malade. Pour rappel, à chaque blessure correspond un masque et le masque affilié à la personne qui souffre de la blessure d'abandon est celui du dépendant. Le masque sert à se protéger des choses qui nous font peur et dans ce cas, ceux qui souffrent de cette blessure ne se sentent pas assez nourris. Le morphotype du dépendant est d'avoir un corps plutôt long, mince et peu tonique, voire flasque, qui a tendance à s'affaisser par manque de tonus. En fait, ses muscles, et notamment ceux des jambes, sont sous-développés et il donne l'impression de ne pas pouvoir soutenir son corps et le tenir droit. En fait, comme s'il avait besoin d'aide, tel un petit enfant, ou d'une béquille. Son dos est souvent courbé, ses bras longs et ballants. Et on remarque qu'un dépendant croise souvent les bras parce qu'il a la sensation qu'il pèse lourd et qu'il ne sait pas quoi en faire. En position debout ou assise,
il aura besoin de s'appuyer contre un support, un mur par exemple, posera son ou ses bras contre le dossier de son siège ou s'affalera, voire s'écrasera littéralement sur son support. Souvent, certaines parties de son corps sont assez flasques et ou tombantes, comme les épaules, la poitrine, les fesses, les joues, le ventre par exemple. Il a habituellement de grands yeux tristes et on remarque que l'intonation de sa voix est plutôt enfantine, avec un ton un peu plaintif. Je vous rappelle que c'est l'intensité de la blessure qui détermine l'épaisseur du masque et des caractéristiques physiques qui en découlent. Donc une personne très dépendante aura toutes les caractéristiques que j'ai mentionnées, alors qu'une autre, dont la blessure sera moins importante, n'en aura que quelques-unes. On pourrait confondre la morphologie du dépendant avec celle du fuyant, donc d'une personne qui souffre de la blessure du rejet. Les deux, effectivement, ont un corps mince et ont tendance à courber le dos et à avoir les épaules en avant. Alors, comment les différencier ? Eh bien, tout simplement grâce au tonus de leur corps. Parce qu'en effet, le corps d'un fuyant est plutôt tonique, sec, voire musclé. Alors que celui du dépendant est plutôt mou et flasque. Le fuyant, même s'il est souvent avachi, il a tout à fait la capacité de redresser son dos et de se tenir bien droit. Alors que le dépendant aura naturellement une posture qui s'affaisse. Alors si je vous parle d'entrée du physique du dépendant, c'est parce qu'il reflète clairement son état d'esprit et sa personnalité. À savoir qu'il ne se sent pas capable de faire quelque chose tout seul et qu'il a besoin des autres pour le soutenir dans tous les sens du terme. Le dépendant se considère comme un petit enfant, en fait. Un petit enfant qui a besoin d'attention, d'aide, d'assistance en permanence. La solitude le terrifie et elle est d'ailleurs sa plus grande peur. Il y a beaucoup de choses à dire sur le dépendant car il a, comme le fuyant, une personnalité particulièrement complexe. Sa bête noire, c'est la solitude. Des 5 types de blessés, il est le plus apte à devenir une victime, et notamment de violences conjugales. Et d'ailleurs, on remarque que nombre d'enfants, de femmes et d'hommes maltraités sont des dépendants. Ils rencontrent souvent des difficultés de toutes sortes, particulièrement récurrentes, ainsi que des problèmes de santé que nous aborderons tout à l'heure. En fait, inconsciemment, il cherche tout simplement à attirer l'attention sur lui en permanence. Vous l'avez compris, je vous l'ai dit tout à l'heure, il veut qu'on s'occupe de lui, qu'on le prenne en charge et qu'on fasse les choses à sa place. Et ce besoin de se sentir rassuré est le meilleur moyen pour lui de se sentir important, mais peut-être très destructeur, non seulement pour lui, mais aussi pour les personnes de son entourage, qui vont souvent culpabiliser de ne pas en faire assez pour lui et ne pas oser lui dire non, de peur de le blesser ou de sa réaction. Car le dépendant est souvent susceptible, voire boudeur, et a tendance à faire culpabiliser les autres face à un refus. En bref, même si l'on constate que le dépendant est plutôt de nature agréable et chaleureuse avec les autres, semble toujours prêt à rendre service, sans s'en rendre compte, il exerce un pouvoir de manipulation autour de lui. Le dépendant a, comme le fuyant, une aptitude toute particulière pour le drame et a le don de faire d'une souris un éléphant. Le moindre petit incident peut prendre des proportions totalement démesurées. Je vous donne un exemple. Si son conjoint ne le prévient pas d'un retard, même de quelques minutes, il va penser au pire, se faire un scénario catastrophe dans sa tête et le culpabilisera d'avoir voulu le faire souffrir. Connaissant l'effet boomerang de l'énergie, on comprend mieux pourquoi, à force de voir le pire, il lui arrive souvent le pire. En fait, il l'attire. Et ce qui est étonnant, c'est que le pire devient non seulement une habitude chez le dépendant, mais l'amène inconsciemment à vivre ses problèmes comme un moyen d'attirer de l'attention de la part de son entourage. Il préférera même avoir des problèmes que de se sentir seul et abandonné. À noter que plus une personne agit en victime, plus sa blessure d'abandon s'intensifiera. Et on rentre là encore, vous l'aurez compris, dans un cercle vicieux.
Le dépendant adore jouer le rôle de sauveur. Par exemple, il endossera facilement le costume de parent à l'égard de sa fratrie ou cherchera à sauver quelqu'un qu'il aime d'une difficulté quelconque. Alors pourquoi ? Eh bien, inconsciemment, encore une fois, pour s'en attribuer le mérite, se sentir aimé, complimenté, avoir de la reconnaissance, parce que les actes d'un dépendant sont rarement gratuits. Et même si cela n'est pas toujours conscient, on est bien d'accord. Pour lui particulièrement, un service rendu est synonyme de service à rendre en retour. C'est une réalité, Ça peut paraître un peu dur à entendre, mais c'est vrai. Vouloir sauver les autres et porter leur croix, l'amène souvent à avoir des maux et des problèmes de dos. On le verra tout à l'heure. Pas étonnant, les croix, ça pèse super lourd. Le dépendant a souvent des hauts et des bas. Il peut se sentir super bien pendant quelques temps et soudainement, sans raison apparente, basculer dans une tristesse parfois intense, bouder, se renfermer sur lui-même, voire se mettre en colère. Autant d'états d'âme en lien direct avec sa peur de la solitude qu'il vit très mal, vous l'aurez compris. Le silence l'indispose. Et d'ailleurs, il aime avoir un fond sonore, comme de la musique, la radio, la télé. Et puis, on remarque qu'il est aussi souvent accro aux réseaux sociaux et au téléphone. Le dépendant ressent le besoin de beaucoup parler, surtout de lui. Et comme c'est souvent un moulin à paroles, son entourage peut penser qu'il est superficiel, voire inintéressant, car parler pour parler le rassure. Et c'est également le meilleur moyen pour lui de se faire remarquer. Ça lui donne finalement le sentiment d'être apprécié. Une autre de ses caractéristiques, c'est la difficulté à prendre des décisions seul. Il ressent le besoin d'avoir l'avis et l'approbation de son entourage, même si au final, il n'écoutera pas leurs conseils. Un de son plus grands paradoxes est qu'il a peur d'en demander trop. Ça peut paraître incroyable, et pourtant c'est une réalité. En fait, il a peur que la personne se lasse de lui, et peur, je vous le laisse deviner, d'être abandonné. Et là encore, vous voyez que on est vraiment dans une dynamique de cercle vicieux. Le dépendant éprouve de réelles difficultés à vivre une séparation, qu'elle soit physique ou matérielle. Alors vous allez me dire, c'est le cas de beaucoup de gens, mais lui, c'est vraiment très très accentué. Par exemple, se faire quitter par son conjoint ou sa conjointe sera vécu comme une épreuve dramatique et insurmontable, d'autant plus qu'il n'aura, la plupart du temps, rien vu venir parce qu'il était totalement dans le déni. Déménager et perdre ses repères sera également très déstabilisant pour lui. Donc vous l'aurez compris, sortir de ses habitudes et de sa zone de confort est particulièrement compliqué pour le dépendant. Il n'aime pas du tout le changement. D'ailleurs, cela m'amène à rebondir sur un autre point paradoxal du dépendant. C'est que suite à une séparation ou un déménagement, il aura tendance à se persuader qu'il est totalement indépendant et ne manquera pas de le faire remarquer allègrement à son entourage. Il réagit également très mal aux remarques et à l'autorité qui lui fait peur. L'autorité, ça le terrifie. Et tout ça, en fait, il le subit totalement. Ça le fait sentir tout petit, moins que rien. Les carences affectives du dépendant le conduisent à se concentrer souvent sur le matériel. Et l'avoir sera, pour lui, plus important que l'être la plupart du temps. Les biens matériels qu'il acquiert sont pour lui un bon moyen de se faire remarquer, de se donner l'impression de pouvoir briller en comparant ce qu'il a avec ce que les autres ont. Et puis pour clore cette partie sur la personnalité du dépendant, je voulais évoquer le profil d'une mère dépendante. J'en ai rencontré quelques-unes dans ma vie et c'est vrai que de les voir se comporter avec leurs enfants, on arrive tout de suite à capter qu'elles sont dépendantes. Donc sans vouloir rentrer dans un cliché, c'est typiquement le genre de femme qui mettra en avant toutes les choses qu'elle a faites pour ses enfants. Elle recherche de la reconnaissance au travers de sa relation mère-enfant et elle cherchera à développer une relation fusionnelle avec eux. Elle ne manquera pas une occasion de leur montrer qu'elle
pense à eux et qu'elle est un soutien inconditionnel. Une telle relation lui fait ressentir qu'elle est importante et qu'elle existe pour quelqu'un. D'ailleurs, lorsque sa progéniture quitte le nid familial, elle le vivra vraiment comme une épreuve très douloureuse. Encore une fois, comme un abandon. Dans le vocabulaire du dépendant, on entend souvent des mots comme absent, seul, je ne supporte pas, on ne me lâche pas, je me fais bouffer. Côté vie sexuelle, elle est tout simplement à l'image de sa vie. Il utilisera souvent le sexe pour accrocher l'autre, et cela se remarque particulièrement chez la femme, qui va chercher à tout prix à séduire, conquérir l'autre, et à se servir du sexe pour combler les désirs de l'autre, pensant qu'il ne la quittera pas parce qu'il est comblé. Côté alimentation, le dépendant a généralement bon appétit et peut facilement tomber dans la boulimie. On remarque aussi que même s'il aime manger, il mange lentement. Il prend son temps. Il apprécie la nourriture. D'un point de vue mot physique, donc MAUX et maladie, on remarque qu'il a souvent des problèmes de dos et de glandes surrénales. Il développe aussi de l'asthme, peut faire des bronchites, des migraines, de l'hypoglycémie, du diabète. Il peut être myope, avoir des problèmes avec ses yeux. Et côté psychologique, il peut développer de l'agoraphobie, de l'hystérie, de la dépression et contracter aussi des maladies rares qui vont attirer l'attention sur lui. Alors, comment soigner la blessure d'abandon ? La première chose, comme pour toutes les autres blessures, de mon point de vue, c'est de l'identifier. Parce que cette étape va vous permettre de faire d'ores et déjà 50% du travail. Si le descriptif que je viens de vous faire vous parle, si vous vous retrouvez dans cette blessure, il me paraît quand même important que vous compreniez bien que sous le masque du dépendant se dissimule une personne habile, persévérante, déterminée, qui sait fondamentalement ce qu'elle veut et sait parfaitement exprimer clairement ses demandes. Vous savez capter l'attention grâce à votre nature de communicant, votre gaieté, votre sociabilité. Et vous possédez également de réelles aptitudes à utiliser vos dons psychiques et artistiques. Et puis vous êtes tout à fait capable de bien vivre des moments de solitude. D'ailleurs, vous en avez besoin. Je l'ai remarqué ça dans les personnes dépendantes. Autant elles ont besoin qu'on soit disponible pour elles quand elles ont envie de s'exprimer, quand elles ont envie de parler. Mais parfois, on voit bien qu'elles ont des moments où elles ont besoin de s'isoler un petit peu. Donc, vous avez tout à fait les aptitudes pour assumer totalement vos moments de solitude et de les apprécier. Alors, ceux qui me suivent savent l'importance que j'accorde à l'équilibre des chakras qui, pour rappel, sont nos centres énergétiques et assurent la bonne circulation des énergies dans notre corps et impactent donc fortement notre état émotionnel et physique. Pour moi, leur harmonie est indispensable. Nous avons vu que le dépendant, de par sa blessure d'abandon, a des carences affectives liées à l'enfance, comme toutes les blessures, vous me direz. Mais on a remarqué que, il manque clairement de légèreté. Il peut avoir une sexualité tronquée. Il mentalise beaucoup. Il a tendance à se noyer dans la moitié d'un verre d'eau. Il passe d'un sentiment à un autre très rapidement, est plutôt matérialiste et donc peu ouvert et connecté à sa spiritualité, à son moi intérieur. Donc de mon point de vue, les 5 principaux chakras à travailler sont le chakra sacré, pour faire la paix avec votre enfant intérieur et être en phase aussi à votre sexualité, puisque le chakra sacré est non seulement le chakra de votre enfant intérieur, mais également lié à votre sexualité. Et puis le chakra du plexus solaire, pour calmer votre mental. Après, il y a le chakra du cœur, pour vous recentrer sur l'amour inconditionnel. Puis le chakra du 3e œil et le chakra couronne, moi ça me paraît incontournable. Et ça, ce sera vraiment pour vous ouvrir à votre spiritualité et à votre identité profonde. Plutôt que de passer 2 heures à vous parler de ces chakras et à comment faire pour les rééquilibrer,
eh bien, je vous invite à prendre connaissance de ma saga sur les chakras. Je vais vous mettre le lien dans le descriptif de ce podcast, le lien qui va vous conduire sur la playlist où vous trouverez tous mes podcasts sur le sujet, avec un chapitre par chakra. Donc à chaque fois, dans chaque chapitre, vous allez trouver d'abord une présentation avec tous les trucs et astuces simples pour les harmoniser. Après, une séance de cohérence cardiaque couplée à des affirmations positives sur la fréquence sacrée adaptée à chaque chakra. Ça, c'est vraiment si vous avez envie de vous reconnecter à votre souffle, de vous reconnecter à vous-même, de vous calmer, de vous poser. Et puis pour finir, une méditation ou un voyage intérieur, en général qui fait une quinzaine de minutes, qui est vraiment spécifique à l'harmonie de chacun des chakras. Donc guérir cette blessure passe par le rééquilibrage de vos chakras grâce aux astuces que vous trouverez dans mes présentations. Et puis il vous sera nécessaire d'apprendre à vous aimer, à devenir votre meilleur ami, à vous respecter et à respecter les autres et comprendre qu'aimer quelqu'un est un acte gratuit, sans condition. Il sera également important de vous libérer du regard des autres en passant du temps seul avec vous-même et à l'apprécier. Petit truc, ça peut être une bonne idée de vous lancer dans une activité en solo telle que la couture, le dessin, le coloriage, la peinture, le bricolage, les balades en pleine conscience, etc. etc. Il existe plein de méthodes différentes et d'ailleurs, je vous en donne dans les petits trucs et astuces selon les chakras. Tout cela va vous amener à comprendre que vous savez très bien vous débrouiller seul et que vous êtes maître. C'est vous qui êtes maître de votre vie. Ne laissez pas les autres finalement avoir du pouvoir sur votre vie. C'est vous qui décidez. Comme je le rappelle à chaque fois, c'est important pour moi que vous compreniez bien ça. C'est qu'un travail de guérison et de libération est long et souvent difficile. Il peut prendre des années, voire des décennies. Personnellement, moi, j'ai mis des décennies et pourtant, j'allais voir des psychiatres, des psychologues, des thérapeutes divers et variés, notamment en thérapie brève. Enfin bon, bref, j'ai dépensé un temps, un argent incroyable. Alors qu'en fait, je savais pas que la solution, elle était en moi et que j'avais juste besoin d'une petite étincelle et d'un réel accompagnement. Ça, c'est vraiment important, l'accompagnement, pour me libérer de tout ça et pour devenir finalement la personne que je suis aujourd'hui. Donc, si vous souhaitez être accompagné dans cette démarche et arriver à des résultats plus rapides, le coaching de vie et en éveil de conscience est top parce qu'il vous permet de vous reconnecter à votre vrai moi en quelques semaines. Et si vous ne connaissez pas ou peu cette méthode qu'est le coaching, eh bien, je vous invite à me contacter pour me parler de votre ou vos problématiques personnelles. Vous pouvez m'envoyer un mail pour organiser un premier contact téléphonique qui sera totalement gratuit. Vous allez voir d'ailleurs mon adresse mail s'afficher sur votre écran et vous la retrouverez aussi dans le descriptif de ce podcast. Et si vous n'avez qu'une vague idée finalement de ce qu'est mon métier de coach, parce qu'on en entend tous beaucoup parler, mais finalement on ne sait pas forcément en quoi ça consiste, eh bien je vous encourage à écouter mon podcast « C'est quoi un coach de vie et en éveil de conscience ?» Là aussi, je vous mets le lien dans le descriptif de cet audio. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez autour de vous des personnes que ce sujet peut intéresser, si vous avez retrouvé dans ce descriptif le profil de personnes que vous avez autour de vous, eh bien, n'hésitez pas à leur partager cet audio pour les aider à mieux se comprendre, à mieux comprendre ce qu'est cette blessure dans leur intérêt et forcément dans l'intérêt de ceux qui les entourent. Si vous avez apprécié ce podcast, eh bien, merci de me laisser un commentaire, un like en cliquant sur le petit pouce en l'air pour me soutenir dans mon travail qui, je vous le rappelle, est totalement gratuit. C'est donc super important pour moi, tous vos retours. Et en attendant de vous retrouver la semaine prochaine, pour vous parler de la 3e blessure, celle de l'humiliation, eh bien, je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous. Bye bye.